Donc, ce matin, ma présentation va porter sur les géopolymères. Et comme plan, je vais d'abord faire une introduction pour vous présenter le concept et vous présenter l'historique des géopolymères et puis l'évolution des publications dans ce domaine. Et une première partie qui va présenter les différentes méthodes d'élaboration et de caractérisation de ce type de matériaux. Après, je vais vous présenter quelques applications et je vais énumérer quelques tests pour évaluer la durabilité des géopolymères. Et enfin, je vais mettre en exergue quelques restrictions et approches de solutions pour le développement des géopolymères. Et je finirai par une conclusion. Dans les années 70, en France, il y a eu une vague d'incendies, notamment l'incendie de la boîte de nuit dénommée les 5-7 en Isère. Et cet incendie a créé environ 146 morts. Et ce qui était à l'origine de ça, ce qui était à l'origine de la forte vitesse de propagation des flammes, c'est la présence de décorations en plastique, en polymère dans la boîte de nuit. Donc, lorsque ces décorations se sont enflammées, il y a eu dégagement d'un gaz asphyxiant qui a créé beaucoup de décès. Donc, les chercheurs ont commencé par se rendre compte que les matériaux plastiques sont dangereux. Et la première question qui se sont posées, c'est que est-ce qu'il existe des polymères organiques qui sont résistants à la chaleur? La réponse est bien sûr non. Seuls les composés minéraux sont résistants à la chaleur et au feu. Il y a eu alors un engouement sur la recherche de matériaux polymères inorganiques qu'on peut facilement synthétiser à basse température comme les polymères organiques. Dans ce contexte, le professeur français Joseph Davidovich, en 1972, a eu à créer une société privée dénommée Cordy SA, qui a été rebaptisée plus tard Cordy Géopolymères. Davidovich était étonné du fait que de simples conditions hydrothermales pouvaient permettre la synthèse de composés organiques, des plastiques, en milieu alcalin, tels que les feldspaths et les éolites. Mais il a constaté que la kaolinite en milieu alcalin pouvait se polycondenser et donner l'hydrosodalite dans une plage de température allant de 100 à 150 degrés. Il a alors, en 88, développé un matériau qui a une structure 3D et qui avait une structure cristalline allant de l'amorphe vers le semi-cristallin et qu'il a baptisé géopolymère. Le terme géopolymère est constitué d'un préfixe géo qui est relatif à la présence de l'aluminium et du silicium qu'on rencontre dans la couche terrestre, dans ce composé, et le radical polymère qui est relatif à la répétition de monomères ALSI dans le composé. Dans la littérature, il y a plusieurs articles et plusieurs auteurs ont eu à confondre pendant plusieurs années, et certains continuent toujours de faire cette erreur. On associe le géopolymère au béton géopolymère. Certains même le confondent à une marque de produit. Le géopolymère, ce n'est pas une marque de produit, donc c'est archi faux. Le géopolymère n'est pas égal au béton polymère. Ce n'est pas une marque de produit. Le géopolymère n'est pas non plus un composé activé par un alcalin. Parce qu'un composé activé par un alcalin n'est pas issu forcément d'une géopolymérisation. Il n'y a pas une répétition de chaîne dedans. Donc, le géopolymère, c'est toute une science en part, c'est une technologie. Et quand on fait cette science, on dit qu'on est en train de faire de la géopolymérisation qui aussi avait comme pour ancienne appellation l'alcalinisation.
Au début, quand les gens commençaient pas à publier, ils utilisaient ce terme, l'alcalinisation, et c'est maintenant qu'on commence pas à parler de géopolymérisation. Donc, c'est toute une science à part, et cela peut se faire dans un milieu alcalin ou bien un milieu acide. Si on revient en chimie simple, on peut dire que le géopolymère, c'est un composé minéral ou bien un mélange de composés constitué d'une répétition d'unités cellulaires. Ça peut être les silico-oxydes, donc vous avez le groupement, la chaîne SiO-Si. On peut avoir silico-aluminate, SiO-AlO. On peut avoir le groupement ferro-silico-aluminate et le groupement aluminophosphate. Et par ce procédé de géopolymérisation, on peut fabriquer des matériaux. On peut fabriquer des liants géopolymères ou bien de la résine géopolymère. On peut aussi fabriquer de la peinture géopolymère, des revêtements ou bien des joints géopolymères. On peut aussi fabriquer le ciment géopolymère et puis le béton géopolymère et des matériaux composites à base de carbone géopolymère. Quels sont alors les avantages de la chimie de géopolymère? Lorsque on fabrique des liants géopolymères, on a la facilité. D'abord, ces liants-là se fabriquent à base d'eau. Donc, on n'utilise pas un solvant dangereux. Et quand on fabrique des liants, on peut facilement nettoyer ces liants-là avec de l'eau. L'autre avantage, c'est que lorsque par géopolymérisation, on fabrique des briques, ces briques ont une forte résistance mécanique et aussi une résistance chimique. Et facilement, on peut les produire à l'échelle industrielle à une température avoisinant 70 degrés. Lorsqu'on fabrique le ciment géopolymère ou bien le béton géopolymère, ce matériau, d'abord, est sans calcite, carbonate de calcium. Et lors du process de fabrication, on émet moins de CO2. Ça nécessite moins d'énergie et on peut facilement revaloriser les sous-produits et les déchets industriels. Lorsque on fabrique des matériaux composites à base de carbone géopolymère, ces matériaux ont une particularité, ils ont une bonne résistance à la chaleur et au feu. Vous voyez ici, sur cette image, à gauche, on a un matériau composite carbone époxy qui peut prendre feu facilement à 1200 degrés, alors qu'à droite, j'ai un matériau composite à base de carbone géopolymère qui résiste, qui ne s'enflamme pas à 1200 degrés. Donc, c'est pour illustrer un peu la résistance au feu. Donc, ce type de matériau peut être utilisé dans plusieurs domaines tels que la fabrication des équipements pour la résistance au feu ou bien à la chaleur. On peut aussi, au cours du process, on arrive à réduire les émissions de CO2, donc on lutte contre le réchauffement climatique. On l'utilise aussi dans toutes les technologies environnementales, que ce soit la dépollution et autres, la fabrication des catalyseurs. On l'utilise aussi pour fabriquer le béton ou bien le ciment géopolymère. Et on a commencé par aussi l'utiliser dans les sciences archéologiques, notamment pour les revêtements, pour la restauration des objets d'art. Alors, cette cartographie vous montre l'état des laboratoires dans les années 88. Vous voyez déjà, il y avait quelques laboratoires qui travaillaient sur les géopolymères. Et après 30 ans, voilà l'évolution des laboratoires qui travaillent sur les géopolymères. Vous voyez, il y a une forte concentration en Europe de l'Ouest. On va vers le sud-est de l'Europe. Et aux États-Unis,
un peu au Canada, et on vient en Amérique latine. On a quelques laboratoires. Et en Afrique, vous voyez, il y a timidement quelques laboratoires en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, et quelques laboratoires au niveau du Maghreb. Donc, en 30 ans, vous voyez comment il y a une augmentation, il y a un certain engouement pour la recherche sur ce type de matériaux. Et quand on va dans les bases de données Scopus, on voit le nombre de publications par an. On constate que, regardez sur ce graphe de 2000 à 2020, en 20 ans, le nombre de publications dans le monde sur les géopolymères a quasiment été multiplié par 100. Qu'en est-il alors de la recherche sur les géopolymères en Afrique subsaharienne? On constate que, quand vous regardez le premier graphe en 10 ans, quasiment en 10 ans, de 2012 à 2022, en 10 ans, le nombre de publications été par 10. Et cet intérêt peut être expliqué au fait qu'il y a eu un rapport des Nations Unies sur les objectifs de développement durable qui mettait un accent particulier sur la gestion des déchets solides. Et aussi, il y avait le facteur l'économie circulaire qui a permis que beaucoup de laboratoires ont commencé par travailler sur cette thématique. Et encore, en plus, il y a un rapport des Nations Unies sur l'habitat en 2011 qui a mis un accent particulier sur la nécessité de commencer par utiliser les matériaux de construction à coût réduit et non écologiques en Afrique. Donc, beaucoup de chercheurs ont commencé par travailler là-dessus. C'est ça qui a fait augmenter le nombre de publications. Mais toutefois, il faut remarquer aussi que ce qui se fait en Afrique subsaharienne, ça reste toujours marginal par rapport à ce qu'on a constaté en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique. Alors, après cette introduction, nous allons aborder quelques techniques de synthèse et de caractérisation de ce matériau. Généralement, la synthèse se fait par une source de matière première, donc les aluminosilicates. On peut utiliser comme source les cendres volantes, le métakaolin ou bien les résidus miniers. On va lui ajouter un activateur, ça peut être un alcalin comme un activateur acide. Et il y a dissolution, il se forme des monomères qui vont subir une polymérisation à une température allant de la température ambiante jusqu'à 90 degrés. Il se forme un gel qui va durcir pour donner le géopolymère. Et ce process dépend surtout de la capacité de l'ion aluminium à s'insérer dans le réseau des silicates. Et les différents paramètres nécessaires pour contrôler cette synthèse sont le ratio silicium-aluminium. Vous avez le ratio silicium-ion alcalin. Vous avez aussi le ratio eau et la quantité de la phase solide. Chimiquement, on a ce mécanisme de réaction. Quand vous avez la dissolution dans le milieu alcalin, il se forme un monomère qui va se polymériser pour donner le géopolymère. Je ne veux pas trop entrer dans ces détails de mécanisme réactionnel. Alors, en 3D, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, c'est une façon de vous montrer la formation du géopolymère. En 3D, vous avez, on va faire l'attaque chimique. Il y aura des dissolutions des aluminosilicates et ces aluminates qui vont se former vont se condenser pour donner le gel 1. Ensuite, il y aura une polymérisation pour donner le gel 2 qui va subir une réticulation pour donner le géopolymère et qui va continuer par croître pour donner le composé qui est là. Donc, c'est pour montrer aussi que
on a vraiment un matériau qui a une structure en 3D. Alors, comment est-ce qu'il faut nommer le géopolymère? La désignation, la nomenclature se fait en tenant compte du ratio silicium-aluminium. Lorsque ce ratio est égal à 1, on parle de polysialate. Quand ça passe à 2, on parle de polysialate siloxo. Quand c'est égal à 3, on parle de polysialate disiloxo. Et quand c'est supérieur à 3, ça devient une chaîne de sialates. Qu'en est-il de la microstructure des matériaux géopolymères? Cette microstructure dépend surtout de la température. Généralement, quand on fait l'élaboration à température ambiante, le géopolymère, il est amorphe. Mais quand il se retrouve à une température avoisinant les 500 degrés, il devient semi-cristallin. Donc là, cette figure vous montre le diffractoramme d'un géopolymère qui a été élaboré à partir de la kaolinite. Vous voyez, le diffracto de la kaolinite, on va la transformer en métakaolin ici, qui va subir maintenant la polymérisation pour donner le géopolymère qui est amorphe. Donc, c'est pour donner une idée du caractère amorphe qu'on peut avoir. En 2003, le professeur Craven a eu à montrer, à observer en microscopie électronique à balayage la microstructure de géopolymère à l'étape de la réticulation. Donc, il a eu à démontrer que le géopolymère est constitué de micelles individuelles de taille moyenne de 10 nanomètres. Un autre chercheur, le prof Dong Kyung, a eu à montrer aussi en microscopie électronique en transmission, toujours à l'étape de la réticulation, on a des particules micellaires de l'ordre de 10 nanomètres. Et si nous comparons la taille de ces particules aux différentes particules qu'on connaît, on voit les particules de géopolymère micellaires sont de l'ordre de 10 nanomètres. Ensuite, les particules colloïdales de silice qu'on connaît ont une taille allant de 30 à 40 nanos. Les plus grosses particules de silice, 200, 300 nanos. Et puis, quand on parle de cendres volantes, on a des particules allant de 3 à 15 micromètres. Donc, cela montre bien que quand on parle de géopolymère, il s'agit bien sûr d'un nanomatériau et non d'un gel. Donc, c'est bien un nanomatériau. Alors, quels sont les différents outils de caractérisation qu'on utilise pour caractériser les géopolymères? On peut utiliser ces outils vont des méthodes microscopiques jusqu'aux méthodes spectroscopiques. Donc, en microscopie électronique à balayage, on peut accéder à l'état de surface, donc la topographie de l'échantillon. En microscopie électronique en transmission, cela va permettre d'avoir plus de précision sur la taille des particules. Et en spectroscopie infrarouge, la transformée de Fourier, on va identifier les différents groupes fonctionnels. La diffraction par rayon X, ce n'est pas trop utile parce que généralement, le matériau, il est amorphe, mais ça peut servir parfois. L'analyse thermique peut permettre d'étudier la stabilité thermique et on utilise surtout la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire qui va permettre de différencier les différents environnements du silicium et de l'aluminium. Et lorsque ce matériau est destiné à une application sous forme d'absorbant, il faut compléter par la mesure de la surface spécifique et la mesure de la taille des pores, le volume des pores, si c'est appelé à absorber des polluants. Maintenant, passons aux applications. Le matériau géopolymère est utilisé pour plusieurs applications grâce à un certain nombre de propriétés, telles que la résistance à la compression et inflexion, la résistance à des températures élevées, la résistance à une attaque chimique et la faible perméabilité aux fluides
et aux ions chlorure, et la possibilité de revaloriser les déchets industriels lors de son processus d'élaboration, et aussi le fait que ce matériau émette moins de CO2 lors de son élaboration. Alors, les applications ont été classifiées selon la structure du géopolymère. Quand le ratio silicium-aluminium est égal à 1, on arrive à appliquer ce géopolymère dans les domaines tels que la fabrication des briques, les céramiques et les équipements pour la protection contre les flammes. Lorsque ce rapport passe à 2, on va fabriquer des ciments et du béton à faible teneur et dont le procédé émet moins de CO2. Et on va l'utiliser aussi pour absorber les éléments toxiques, les polluants, les éléments radioactifs dans l'eau. Et lorsque ce rapport passe à 3, on va l'utiliser pour fabriquer les équipements anti-feu et les équipements qui vont résister à la chaleur. Et lorsque ce rapport est supérieur à 3, on va l'utiliser dans l'aéronautique et dans l'industrie, et aussi pour les rapports inférieurs à 35, c'est toujours pour les équipements résistants au feu. Donc, pour fabriquer ce genre de véhicules pour les courses à grande vitesse. Alors, abordons maintenant quelques applications qui vont intéresser les collègues qui sont dans les BTP ici. La fabrication de béton et de ciment dont le procédé émet moins de CO2. En 1994, le professeur Davidovich a reporté dans l'une de ses publications l'impact de la fabrication de ciment sur le réchauffement climatique. Il a dit que 1 tonne de ciment Portland ordinaire fabriqué émettait 1 tonne de CO2 et 10 tonnes de charbon produisaient 1 tonne de cendres volantes et émettait aussi 33 tonnes de CO2. Il était alors urgent d'arrêter la promotion des cendres volantes dans la fabrication du ciment. Donc, il y a eu des recherches dans ce sens et les industriels ont commencé par proposer des choses. Et là, dans la littérature, il a été rapporté que lorsqu'on utilise un procédé normal pour fabriquer le ciment ordinaire que vous connaissez, le ciment Portland, on arrivait à réduire les émissions de CO2 au maximum, on réduisait à 25%. Alors que lorsqu'on utilise un géopolymère, un ciment géopolymère à base fabriqué à partir des roches, on pouvait réduire le CO2, la quantité de CO2 jusqu'à 90%. Et lorsqu'on fabrique du ciment géopolymère à base de cendres volantes, on peut réduire, les réductions vont de 75 à 90%. Et pour les cendres volantes, il y a toujours une contradiction dans la littérature autour. Il y a 2 courants. Certains disent, si on utilise déjà les cendres volantes pour fabriquer le géopolymère, le ciment géopolymère, alors que les cendres volantes sont issues déjà d'une industrie qui a pollué, pourquoi on va dire qu'avec les cendres volantes, on peut réduire jusqu'à 90%? Donc, que ce n'est pas une meilleure technologie. Le deuxième courant dit non, quel que soit ce qu'on fera, les cendres volantes constituent déjà des déchets qui sont là. On valorise ces déchets-là pour fabriquer du ciment. Donc, c'est une bonne approche. Donc, voilà, il y a des contradictions là-dessus dans la littérature. En 2020, la cimenterie Lafarge, toujours dans cette vision, a proposé une technologie qui permettait de fabriquer le ciment géopolymère qui permettait de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 70%.
Donc, cela montre l'engouement qu'on a pour améliorer et développer les méthodes standards pour le développement de géopolymères. Passons maintenant à une autre application, la production d'énergie renouvelable. Là, vous avez la photo d'une centrale en France ici, où on vous montre les panneaux, comment ça se passe. Et là, la construction de ces bâtiments à partir de béton. Dans la littérature, il y a un papier en 2022 qui a fait une étude comparative sur le béton géopolymère et le béton ordinaire élaboré à partir de ciment Portland. On a constaté que avec le béton ordinaire, déjà à une température de 400 degrés, le béton commence à se dégrader, alors que quand on utilise le béton géopolymère, la structure pouvait résister jusqu'à une température allant de 600 à 700 degrés. Donc, cela pour vous montrer comment le béton géopolymère peut servir à la construction de ces infrastructures dans le domaine de la fabrication des énergies renouvelables. Je prends le domaine de l'élimination des métaux lourds en milieu aqueux, donc le domaine environnemental. C'est un domaine qui permet d'utiliser les matériaux géopolymères pour absorber les polluants, que ce soit dans l'eau ou bien dans les eaux usées ou bien dans l'air. Il y a un article qui a rapporté l'absorption du cobalt et du nickel en milieu aqueux. Et ici, quand je vous montre les images en microscopie électronique à balayage, on a pu observer l'absorption de ces éléments-là dans les pores et à la surface de ce matériau après absorption. Donc, c'est pour montrer que pour les applications d'absorption de polluants, c'est un truc qui marche bien. Ça se fait actuellement au Bénin. J'ai un doctorant qui travaille sur les géopolymères à partir de la valorisation des matériaux locaux et pour des applications environnementales du genre. Certains aussi le proposent pour traiter l'eau de boisson. Donc là, vous voyez un dispositif pilote où on a combiné à la fois des géomatériaux et des géopolymères. Et pour traiter l'eau de boisson, et vous voyez, on prend l'eau de pluie qui va entrer dans cette colonne. Et il y a les différents compartiments pour les différents matériaux. Et ça passe par le compartiment qui contient le mélange de géomatériaux, géopolymères. Et là, vous avez l'eau traitée qui est ici. Donc, c'est des choses qui ont été proposées dans la littérature et on continue toujours à travailler sur ça. Maintenant, une fois qu'on a vu quelques applications, il faut revenir sur les différents tests pour la durabilité du matériau. Les intervenants sont déjà passés ici hier, ils ont déjà parlé de la durabilité. Dans la littérature, il y a quelques paramètres que les gens évaluent pour mieux parler de la durabilité. Il y a la carbonatation, la résistance à la carbonatation, il y a la résistance au feu, et la résistance à la corrosion, la perméabilité et puis la résistance au gel. Et je tiens aussi à préciser ici que la durabilité ici, on attend à cette capacité du matériau à résister aux différentes agressions dans son environnement lors de son utilisation au cours du temps. Et il faut aussi tenir compte de tous les paramètres dont les intervenants ont parlé hier, beaucoup de paramètres autour. On va aborder le premier paramètre, l'évaluation de la résistance à la carbonatation.
Vous savez, quand on prend le béton issu du ciment Portland, au cours de son utilisation, le CO2 contenu dans ce matériau peut interagir avec l'environnement et il se forme de l'acide carbonique. Cet acide va diminuer le pH du milieu, ce qui va favoriser la dégradation du matériau. Ça va créer des pores et ça va favoriser la dégradation du matériau. Et là, ça baisse la résistance mécanique. Lorsqu'on utilise le ciment, le béton géopolymère, il y a eu plusieurs courants dans la littérature. Certains disent que lorsqu'on utilise ce type de ciment, la résistance mécanique n'est pas touchée. D'autres disent le contraire. Donc, en gros, on voit qu'il y a une forte dépendance de la résistance mécanique sur la concentration des activateurs et puis le processus de formation du géopolymère. Et ici, le paramètre de la carbonatation, la résistance à la carbonatation est évalué. Et dans l'un des papiers, j'ai vu qu'on a évalué ça grâce au test de phénophtaline. Et quand je vous montre ici, sur ces images, vous avez la première image qui vous montre à gauche, vous avez le géopolymère avant le passage, l'application de la phénophtaline. Et là, à droite, vous avez après le passage. Donc, c'est un béton géopolymère élaboré à partir d'un mélange de sonde volante, de souris et de silicate de sodium. Et qu'est-ce qu'on constate quand on compare à un autre béton géopolymère élaboré à partir du même mélange, mais on n'a pas ajouté le silicate de sodium? On constate que la résistance à la carbonatation est plus faible dans ce cas-là, lorsqu'on a ajouté le silicate de sodium. Vous voyez, quand on a appliqué la phénophtaline, on voit le rouge est beaucoup plus foncé. Cela montre que le milieu est beaucoup plus acide. Donc, la carbonatation est plus prononcée. Donc, ce béton-là résiste moins à la carbonatation. Alors que dans ce cas, l'évolution n'est pas la même. Donc, cela montre que ici, l'ajout de silicate de sodium, déjà, vous voyez, l'un des précurseurs qui a constitué à l'élaboration du matériau, l'ajout de ce matériau a été défavorable à la résistance à la carbonatation. Alors que dans d'autres articles dans la littérature, certains disent que non, l'ajout d'autres, il y a plusieurs courants. Donc, c'est pour vous montrer un peu les difficultés qu'il y a quand on évalue la durabilité. Ça, c'est juste sur un paramètre. Si on prend la résistance au feu, ici, j'ai trouvé un papier où ils ont comparé le ciment issu le béton issu du ciment Portland et puis le ciment, le matériau géopolymère. Vous pouvez constater que lorsqu'on mesure la résistance à la compression de ces deux matériaux, dans une plage de température allant de 400 à 500, on voit bien que dans cette petite plage de température, pour le ciment Portland, la résistance à la compression a diminué quasiment, a été divisée par 4. Alors que pour le géopolymère, on a à peine une diminution de 5 mégapascales, alors que de l'autre côté, on a une diminution de 30 mégapascales. Donc, c'est pour montrer que quand on utilise un matériau géopolymère, on bénéficie dans la résistance au feu par rapport à un béton issu de ciment Portland. Abordons maintenant la résistance à la corrosion. Il y a aussi toute une contradiction dans la littérature. Certains disent que cette résistance dépend du choix des activateurs, dépend de la quantité, des concentrations des activateurs
Et donc, il y a toute une contradiction. Autre facteur, la perméabilité au fluide. La durabilité là est évaluée en mesurant, en étudiant la mouillabilité et puis en faisant des cycles de séchage du matériau. Donc, il y a toujours des contradictions. On ne peut pas dire forcément, il n'y a pas de standard. Donc, c'est la vraie difficulté qu'on a dans l'étude de la durabilité des matériaux. Il y a plusieurs courants et les intervenants d'hier qui sont passés ont déjà eu à dire qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Quand on prend la résistance au gel, là, j'ai pris le cas d'un papier publié en 2019 où on a comparé le comportement, on a étudié le comportement d'un béton géopolymère élaboré à partir de cendres volantes. Et on a ajouté une certaine quantité de souris, donc allant de 10 à 50%. Qu'est-ce qu'on constate? À 10%, on a la valeur résiduelle de la résistance à la compression est quasiment égale à de 5 tours. Au fur et à mesure qu'on augmente jusqu'à 50%, on voit que cette valeur-là est très proche de la résistance mécanique d'un béton ordinaire. Donc, cela montre que lorsqu'on augmente ce précurseur-là, la quantité de souris, l'ajout de souris a favorisé la résistance au gel et dégel. Cependant, nous devons remarquer qu'il y a aussi d'autres papiers dans la littérature qui ont affirmé le contraire, qui ont démontré que cette résistance peut être défavorisée par l'ajout d'autres précurseurs. Donc, cela vient encore confirmer les difficultés qu'on a pour étudier la durabilité des matériaux. C'est très, très complexe. Ici, j'ai voulu montrer une image d'un bâtiment qui a été construit à partir d'un géopolymère, d'un béton géopolymère. Et ça a été fait dans un village en Inde. Donc, vous voyez, c'est un centre pour les enfants maternels ou bien garderie. Cela montre aussi l'aspect adhésion de la communauté, le bénéfice pour parler de durabilité du matériau, des infrastructures, tout ça, il faut que ça serve à la population. Donc, ça rejoint ce que les intervenants ont dit hier. Après, il faut aborder les difficultés, les restrictions qu'il y a dans le développement des géopolymères et les approches de solutions. Vous savez, dans le process d'élaboration, on utilise le silicate de sodium. Donc, déjà, le grand problème auquel on est confronté, c'est la pénurie du silicate de sodium. Et pour une efficacité écologique et un gain économique, c'est mieux de remplacer cela par d'autres sources. Et la production annuelle de silicate de sodium est de 10 puissance 3 milliards de tonnes. Et cela nécessite beaucoup d'énergie et donc une émission de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme solution? Au lieu d'utiliser du sable siliceux ou bien du carbonate de sodium comme précurseur, nous, on propose d'utiliser les balles de riz, qui sont des déchets agricoles qui contiennent de la silice à 98%. J'ai un autre doctorant aussi qui travaille au Bénin sur la valorisation de ces balles de riz-là ou beaucoup d'autres choses. Donc, avec ça, on peut avoir facilement de la silice. On n'est pas obligé d'utiliser ces précurseurs-là. Le deuxième problème auquel on est confronté, c'est le phénomène de défluorescence. Quand vous avez le béton, quand qui vieillit, donc il se forme de sel à la surface
Et cela peut agir sur la résistance mécanique du matériau. Et ensuite, il y a la réaction parallèle qui peut se produire, la réaction entre la silice et l'élément alcalin qu'on utilise. Donc, quand on va utiliser de fortes concentrations de solutions alcalines, il peut se produire cette réaction-là. Et cela peut limiter les applications du matériau géopolymère. Donc, il y a des travaux qui sont en cours pour développer des méthodes de simulation pour connaître exactement la quantité de solutions alcalines, d'alcalins qu'il faut utiliser, la quantité de silice pour ne pas trop endommager le matériau au cours de son utilisation. En conclusion, on peut dire que avec les sources d'aluminosilicates et avec un activateur, que ce soit en milieu alcalin ou bien acide, on peut fabriquer des matériaux géopolymères. On peut aussi utiliser des éléments issus de déchets. On peut les valoriser et on ajoute des activateurs pour fabriquer le même type de matériaux géopolymères. Et ces matériaux peuvent être utilisés dans le domaine de construction marine, la construction des infrastructures routières, la réparation. Ces matériaux peuvent jouer plusieurs fonctions. Pour les équipements résistants au feu, on peut les utiliser comme absorbants des polluants, des métaux lourds, des éléments radioactifs. On peut les utiliser comme des isolants thermiques ou bien acoustiques. On peut les utiliser pour réguler le pH de l'eau. On peut les utiliser comme catalyseurs. Et aussi, il y a le domaine de l'auto-activation et de l'auto-inductance en électricité. On peut dire que lorsqu'on compare les mortiers ou bien le béton géopolymère au mortier ou béton ordinaire, la résistance mécanique est nettement mieux. Et l'utilisation de la géopolymérisation pour fabriquer du ciment émet moins de CO2. On arrive à réduire les teneurs de CO2 émises jusqu'à 90%. Et cependant, la variabilité de la composition chimique des précurseurs utilisés ne favorise pas la comparaison des avantages ou bien des faiblesses de deux géopolymères issus de deux sources différentes. C'est très difficile de les comparer. Il est nécessaire d'avoir des modèles, des pilotes pour développer des applications qui sont écologiques, qui respectent l'environnement. Et aussi, il est nécessaire de développer des centres en Afrique subsaharienne pour faire évoluer la recherche sur la thématique. Voilà, merci pour votre attention.